Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Vini dans le podcast. Salut Vini. Salut Romain. Bonjour tout le monde. Eh ben, écoute, je suis très heureux de t'accueillir. Alors avec Vini, on s'est connus comment? C'est mon cousin Gaëtan qui nous a mis en relation. Et du coup, j'ai trouvé que c'était quand même une belle rencontre. Donc, c'était vraiment top de te faire venir dans le podcast. Et puis, je remercie du coup à nouveau le cousin qui, je suppose, va écouter l'épisode avec grande attention. Carrément, c'est vrai que par le plus grand des hasards, euh, moi j'aime bien, en fait, ça fait partie de mes principes de parler de mon projet au plus grand nombre. Et c'est vrai que Gaëtan, il fait partie de mes proches, donc je lui parle souvent de mes projets. Et donc, il m'a parlé de toi, et du coup, j'ai tilté direct. Je me suis dit, je le connais, je suis son podcast. Et voilà, on est entré en contact, donc c'est super. Eh ben, écoute, trop bien en tout cas. On va démarrer tout de suite. Vini, j'aimerais alors attention, 1 minute maximum, tu te présentes, voilà, qui es-tu, quel âge as-tu et que fais-tu? Et puis on rentrera dans le détail par la suite. Ça marche, go. Donc moi, je m'appelle Vini Mayele, j'ai 33 ans et donc je suis l'heureux papa de deux magnifiques enfants. Je suis contrôleur de gestion dans un grand groupe international, investisseur immobilier aussi depuis 2022 et aussi un grand passionné de sport que j'ai de la chance de pratiquer encore aujourd'hui à un niveau semi-professionnel. J'ai commencé comme beaucoup avec un salaire classique, pas d'héritage, mais une envie folle de créer de la liberté. Aujourd'hui, je gère plusieurs biens dans les Hauts-de-France, dont un co-living que j'ai imaginé, rénové et lancé de A à Z. Eh ben écoute, ça va être trop cool, on va avoir plein de choses à se dire. Mais avant, j'ai quelques questions qui sont communes à chaque invité. J'aimerais que tu nous dises si tu as une ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré dans ta vie, et si oui, pourquoi? Yes, carrément. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré, mais si je devais retenir deux personnes, je dirais la première personne, je choisirais c'est David Goggins. Donc, c'est un ancien membre des Navy Seals. Donc, il a eu une enfance terrible, hein, violence, surpoids, dépression. Et pourtant, à force de discipline de travail et d'une résilience hors du commun, il est devenu l'un des hommes les plus solides mentalement. Moi, il m'impressionne. Ce que j'aime chez lui, c'est cette idée que la douleur forge le caractère, qu'on ne choisit pas toujours nos circonstances, mais qu'on choisit toujours notre aptitude à adapter face à ce qui nous arrive. Et si je devais choisir la deuxième personne qui m'inspire, je dirais Jérôme Chabin. C'est l'un des Ok. cofondateurs du réseau IAD. Lui aussi vient d'un parcours difficile, il a connu les galères et aujourd'hui il est milliardaire après avoir révolutionné le marché immobilier. Ce que je trouve fort chez lui, c'est sa vision vraiment à long terme et sa capacité à transformer un modèle classique en un empire accessible à tous. Ces deux profils n'ont rien en commun sur le papier, mais, mais voilà, on va dire ils ont une détermination inébranlable et une fidélité à leurs valeurs. Et c'est exactement ce que j'essaie d'incarner dans ma propre trajectoire. Ok, bah écoute, trop bien. Et je te rejoins sur. Alors moi, je connais plus David Goggins. J'ai lu son bouquin, et il faut dire que en lisant son bouquin, j'avais envie d'aller courir, j'avais envie d'aller faire du sport. J'étais surboosté. C'est vrai Voilà. que il a une détermination, Ouais, c'est c'est dingue. abusé ce mec. Ouais. Bah écoute, Carrément, trop. c'était vraiment un déclic quand j'ai découvert ce personnage. Donc ouais, t'as envie de révolutionner le monde, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pour enchaîner derrière, j'aimerais que tu nous dises si tu as des valeurs auxquelles tu tiens, voilà, des valeurs que tu as pu apprendre, et ben, je sais pas, au long de ton éducation, au long de ton parcours, et du coup, quelles sont ces valeurs? Je dirais que mon éthique personnelle s'articule autour de trois valeurs fondamentales. Euh, le travail, la résilience et la loyauté. Ok, Ces trois valeurs, je trouve qu'elles se complètent parfaitement, hein. C'est par le travail, par l'action qu'on provoque les résultats, mais dans tout processus, il faut une résilience à toute épreuve et une loyauté totale, loyauté envers le processus, envers sa vision et surtout envers soi-même. Ces trois valeurs, c'est un peu ma boussole. Elles m'aident à rester aligné, à construire sur le long terme et à garder les pieds sur terre, même quand tout s'accélère. Donc ouais, je dirais ces trois valeurs-là sont très importantes pour moi.
Ok, trop bien. Derrière, avant qu'on parle d'immobilier, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Voilà, qu'est-ce que tu as fait comme études? Et puis, hein, les petites particularités, et puis notamment le sport, le foot. Voilà, si Ouais, tu peux, un petit peu détailler et puis voilà, j'aurais quelques questions, à ce sujet. carrément, ouais. Donc moi j'ai un parcours, donc j'ai commencé en tant que, enfin euh, j'ai commencé dans le football, donc j'ai commencé en sport-études. J'ai été OK. formé dans les Hauts-de-France, dans le club du LOSC à Lille. J'ai eu la chance de pouvoir suivre un parcours donc en centre de formation avec des joueurs aujourd'hui qui ont pu évoluer en équipe de France ou dans des clubs importants en France. Malheureusement, on va dire que dans mon parcours, ben, je me suis rencontré à une concurrence qui était très forte et clairement à ce moment-là, j'avais pas forcément le niveau pour signer professionnel. Mais on va dire que j'ai une éducation où le football s'est toujours articulé aussi avec les études. Donc c'est vrai que j'ai jamais abandonné les études. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un master en contrôle de gestion. Donc j'ai poursuivi ce cursus-là. Aujourd'hui, je suis contrôleur financier et, euh, et donc j'ai pu en fait articuler ma vie aujourd'hui avec euh, avec mon travail donc de contrôleur financier, euh, le foot à côté que j'ai la chance de pouvoir pratiquer aujourd'hui en niveau semi-professionnel. Donc j'ai gardé quand même cette casquette-là. Et à côté de ça, j'ai également un diplôme en coach sportif que j'ai aussi la chance de pouvoir exercer. OK. Bon, bah, écoute, j'ai pas mal de questions, notamment sur le foot. Alors, pour ceux qui sont pas du tout issus du domaine ou qui connaissent pas trop, tu dis que tu as un parcours semi-pro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, est-ce que tu es payé? Est-ce que, voilà, combien tu as d'entraînement par semaine ou combien tu as eu d'entraînement? Heu, Ouais. Comment ça Donc se passe un petit peu? c'est ça exactement. Donc un parcours semi-professionnel, c'est l'antichambre, on va dire. Donc c'est pas le niveau professionnel. Aujourd'hui, les professionnels, c'est des personnes qui peuvent se consacrer, on va dire, à 100% sur la passion, sur le football. Ils ont un salaire qui va en face de cette activité-là. Aujourd'hui, on va dire l'activité semi-professionnelle, c'est le fait de concilier une vie pro à côté et, OK. euh, et voilà, et de garder quand même l'activité sportive dans laquelle oui, je suis rémunéré. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être rémunéré et de pouvoir pratiquer en fait mon activité footballistique aujourd'hui. Bah voilà, de toujours continuer à prendre du plaisir, à jouer dans des stades, voilà, à avoir cette passion aujourd'hui qui m'accompagne quoi. OK, et du coup, ça s'articule comment? Tu fais combien d'entraînements par semaine? Est-ce que tu as un match tous les week-ends? Comment ça se passe En exactement? termes d'entraînement, donc j'ai 4 entraînements par semaine. Donc OK, principalement le soir, donc vers 19h30. Donc c'est des entraînements qui durent généralement entre 1h30 et 2 heures. OK, Et ensuite, on a un match par tous les week-ends, donc ça dépend, c'est soit le samedi soir à 20h ou le dimanche après-midi. Donc on peut avoir des déplacements assez longs. Aujourd'hui, j'évolue moi en Belgique. Euh, OK, donc voilà, parfois on a des déplacements de 1h30, 2 heures. Donc on part généralement en bus, on doit être présent au rendez-vous 2 heures avant. Donc en termes de plage horaire, bah voilà, on est mobilisé quand même sur, on va dire, sur les jours de match. Ben, on va dire la plage horaire, elle est entre 18h et 1h du mat ou minuit. Enfin, ça dépend les OK, déplacements. Donc voilà. OK. Bah, écoute, trop bien, et je pense que même à un niveau semi-pro, tu es quand même, obligé de faire gaffe à tout ce qui est alimentation, tout ce qui est, enfin, vous devez faire un peu de prépa aussi? Un peu de prépa Exactement, physique, ouais. comment ça se présente? Exactement, ouais. Donc, on a une préparation physique pendant l'été qui dure 1 mois et demi. Donc, on a un programme à suivre de notre côté avant la reprise et ensuite on reprend avec le collectif. Et ensuite, ouais, à côté de ça, on va dire c'est une rigueur, c'est une discipline aussi que j'ai pris. Donc, le fait de faire attention à ce que je mange, à ce qu'on fait, à garder toujours une activité. Donc, au-delà des 4 séances que j'effectue avec le collectif, à côté de ça, je fais quand même des séances supplémentaires. Euh, donc je fais du renforcement, je fais quelques séances aussi d'étirement, enfin des séances
qui font que derrière on arrive toujours à être performant. Et après voilà, en termes de suivi athlétique, on est quand même suivi parce que voilà, quand on dépasse notre poids de forme, voilà, on peut avoir quelques amendes là-dessus. Donc Ok. on a quand même une rigueur à avoir sur notre état de forme tout au long de l'année, quoi. Ok, putain, ça je savais pas, c'est énorme quoi. Donc faut vraiment faire gaffe Ouais, à ce que tu manges vraiment, quoi. Ok, trop exactement. bien. Donc, on va dire, avec le temps, voilà, on n'y pense plus, ça fait partie de notre quotidien. Mais c'est vrai que quand on l'explique aux personnes qui sont pas forcément dedans, ça peut surprendre, mais c'est vrai que ça fait partie du quotidien aussi. Ok. Et du coup, entre cette rigueur que t'as dans le foot et à côté l'investissement, dont on parlera juste après, et puis même l'entrepreneuriat, est-ce que tu trouves je sais pas, des valeurs communes ou des choses communes à tout ça? Ouais, carrément. Donc, dans le football, on a cette rigueur, cette discipline, hein, tu l'as dit, euh, qui est très essentielle et qui est très important en tant qu'entrepreneur. Et même aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, il faut avoir cette discipline, il faut avoir cette rigueur dans les investissements. Il y a ce côté aussi résilient. Donc Ok. voilà, on sait que tous les week-ends il y a une remise en question, il faut repartir en avant. Il faut oublier ce qu'on avait fait la veille et pouvoir avoir euh, ce nouveau mindset prêt à repartir à la guerre en fait. Hein. Donc il y a cette éternelle remise en question qui est important pour tout sportif hein, et aussi tout entrepreneur qui veut faire perdurer ses projets. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce collectif Ok. dans le sport qui est important aussi dans le côté pro, où on voit que aujourd'hui, pour réussir, c'est important d'être entouré, d'avoir un réseau, euh, parce que en fait, c'est toutes ces personnes-là, c'est tout cet écosystème qu'on va mettre en place qui va aider, qui va nous faire gagner, quoi. Ok. Bah écoute, je te rejoins sur la partie réseau, la partie communauté, c'est hyper important. Et pour avoir connu une ou deux personnes qui justement euh, ont fait le centre de formation, comment est-ce que tu as réussi à garder entre guillemets la tête froide pour continuer les études à côté, euh, garder quand même une certaine rigueur, un certain boulot, parce que c'est vrai que, en tout cas moi les une ou deux personnes que j'ai connues, elles sont parties en centre de formation et à côté elles ont vraiment tout lâché, on va dire le côté études. Comment t'as fait toi pour garder cette rigueur et puis savoir un petit peu où tu voulais aller entre guillemets? C'est vrai que c'est pas évident. J'ai connu pas mal de personnes qui ont voilà qui ont abandonné euh, les études et qui ont consacré en fait toute leur vie au football. Après voilà, c'est un pari aujourd'hui qui est risqué, mais on voit de plus en plus de clubs qui investissent en fait dans la formation, Mhm. dans les études et qui montrent aussi l'importance de pouvoir continuer une activité, d'être formé, d'avoir un diplôme derrière à côté, parce que voilà, on sait que le sport aujourd'hui c'est éphémère. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont malheureusement pas pu accéder à des niveaux professionnels à cause de blessures ou autres. Donc voilà, c'est un secteur aussi qui est très concurrentiel. Et on va dire aujourd'hui, moi, ce qui m'a permis de garder cette rigueur et cette vision, c'est vraiment mes parents Ok. qui, dès le plus jeune âge, qui m'ont vraiment matraqué euh, l'importance en fait d'avoir un diplôme. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de pouvoir d'avoir pu continuer mes études et d'avoir un diplôme aujourd'hui. Euh, Parce que voilà, c'est ce qui me permet aussi de pouvoir investir aussi dans l'immobilier. On le verra après. Et ce qui me permet aussi de pouvoir concilier aussi, d'avoir gardé mon activité du sport, de pouvoir concilier aujourd'hui euh, mes deux activités et d'être bien, d'être équilibré dans ma vie. Ok. Et rapidement, hein, pour ceux qui savent pas, donc là, tu es contrôleur de gestion. En fait, c'est quoi ton job au quotidien, concrètement? Qu'est-ce que tu fais Ouais. Donc, je suis contrôleur de gestion dans un grand groupe international dans le secteur privé. Donc, Ok. j'accompagne donc les entreprises dans la partie financière. Donc, ça va être toute la partie clôture mensuelle, la partie reforecast, enfin les budgets,
la partie PNL. Donc c'est vraiment accompagner l'entreprise sur la partie stratégique et financière. Ok. Dans le controlling aussi, ça peut être sur la partie processus, donc les processus internes financiers, donc s'assurer que le cash qu'on encaisse respecte toutes les procédures euh, comptables, financières, voilà. Ok. Ouais, donc je pense que ça t'aide pas mal au quotidien aussi sur tes autres activités qui sont aussi l'IMO et puis le coaching. Euh, Tu veux qu'on parte sur quoi? Plus sur la partie immobilier, plus sur la partie coaching? Peut-être partie IMO dans le premier temps et puis on Yes. partira. Ouais. Ouais. Pourquoi immobilier? T'atterris comment ici? Donc, euh, on va dire que mon déclic, moi, il s'est produit pendant le Covid. Comme Ok. beaucoup de Français à ce moment-là, j'ai une vraie remise en question. On a tous pris du recul sur nos vies, nos priorités, nos certitudes. Il y a plein de gens qui ont remis en question leur vie. Il y a eu un taux de divorce en France qui a explosé pendant cette période-là. Mais moi, j'ai surtout réalisé que je n'avais aucun véhicule financier qui générait de l'argent sans ma force de travail. Je pense que ça a vraiment été une question fondamentale pour moi. J'étais bloqué à la maison et je me suis dit, oh, tu as la discipline, tu t'entraînes tous les jours, mais est-ce que tu construis vraiment quelque chose de durable? En parallèle, j'ai commencé à m'intéresser aux podcasts, aux Ok. livres, aux parcours d'investisseurs. Et plus j'écoutais, plus je me disais, l'immobilier, c'est peut-être le moyen le plus concret de créer cette liberté et de pouvoir investir en fait. Ok. Trop bien. Et t'as démarré comment? T'as démarré par du locatif? T'as démarré par la résidence principale? Donc Qu'est-ce que t'as? c'est là que j'ai décidé en fait vraiment d'investir. J'ai commencé par du locatif. Ok. Donc mon premier bien, c'était un studio de 20 mètres carrés que j'ai acheté en juillet 2022 Ok. euh, pour 52 000 euros. Ok. Euh, donc c'était un petit studio situé dans une copropriété bénévole dans un secteur à forte demande locative. Euh, En termes de travaux, c'était assez minime, à peine 2 000 euros pour refaire, on va dire, le parquet, la peinture et donner un coup de frais. J'ai eu la chance pour cette premier investissement d'être financé à 100% Ok. sur cette opération. On va dire sur la partie chiffres, on était sur un loyer de 550 euros pour un crédit de 380 euros plus 30 euros de charges de copropriété. Donc voilà, c'est là que j'ai pris conscience en fait de l'impact d'une opération bien montée. Tu vois tout de suite le cash flow, tu comprends la mécanique du levier et surtout tu ressens cette sensation du premier loyer encaissé qui est incroyable. Ça, c'est vrai. C'est vraiment incroyable. Et puis en plus, franchement, belle première opération, hein, parce que 52 000 euros, 550 euros de loyer, ouais, derrière, t'es à plus de 10% de renta. Et pour une première OP, c'est quand même incroyable. Et tu disais 2 000 euros de travaux pour faire parquet, peinture. Vu le tarif annoncé, je suppose que tu en as fait une partie où tu as mis la main à la pâte, non? Comment Ouais, ça c'est s'est ça. Ouais. passé? J'ai mis la main à la pâte avec ma femme. On s'est essayé. Donc, je pense que avec du recul, le fait d'être parti sur un premier projet, je pense, c'est formateur. Ça permet de pas trop prendre de risques. Voilà, on parle d'un projet à 52 000 euros. C'était un bien qui était à 60 000 euros, négocié à 52. Voilà, ça permet de mettre la main à la pâte, comme on dit, de comprendre en fait le mécanisme, les leviers financiers, cette capacité de pouvoir générer en fait de la dette hein, à partir de zéro. Donc c'est un bien qui a été financé à 100%. De comprendre aussi tout cet aspect gestion locative qui est super important, peut-être mise en location. Après, voilà, j'ai eu la chance aussi que ce premier bien, c'était dans une copropriété bénévole. En termes de charges, ben voilà, c'était vraiment NS. Euh, et aussi, ça m'a permis aussi de comprendre toute la partie administrative en fait d'une d'être dans une copropriété bénévole parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident d'être dans une copro en général parce qu'il y a des charges qui sont inhérentes à la gestion copro et aussi il y a toute cette partie on va dire administrative entre les propriétaires. Je me dis heureusement qu'on était dans une petite copro voilà on était sept
cette propriétaire. Je me dis, Ok. je sais pas comment les autres personnes font dans des plus grosses copros, mais en tout cas voilà, on va dire qu'on était vraiment à taille humaine et ça nous a vraiment permis de pouvoir comprendre les mécanismes rapidement. Ok. Et du coup, moi, j'ai deux questions par rapport à ça. Déjà, l'aspect fiscal, donc, c'est un studio que t'as loué en meublé ou pas? C'est ça, ouais. Donc c'est Ok, un donc LMNP, studio ouais. LMNP, ouais. Ok. Bon, là-dessus, pas de sujet. Et deuxième question, tu disais financement, donc à 100%, donc ouais, première opération, pas d'apport ou quasi pas d'apport, c'est ça? C'est ça, ouais. Première opération, quasi pas d'apport. Donc on a été dans notre banque historique. Voilà. Après, on n'a pas eu de complications particulières avec ce premier projet-là. Ça a même été un peu trop facile. On le verra par la suite, mais c'est vrai que en termes de voilà, on a trouvé le bien. On a parlé du projet à la banquière qui nous a suivis, qui nous a financé assez rapidement. La mise en location, les travaux, ça a duré un mois, on va dire. Ok. Et voilà, c'est un bien sur lequel on avait mis un peu de décoration, d'ameublement qui s'est loué super rapidement. Donc on va dire que cette première opération elle nous a vraiment mis en confiance. Ok. Et du coup, bah, il y en a pas qu'une OP. T'as fait quoi par la suite? Ouais, Enfin, vous avez fait quoi? ouais, carrément. Après ce premier achat, j'ai voulu passer à un niveau supérieur. Environ un an plus tard, j'ai décidé de me lancer dans un projet de co-living étudiant. Ok. L'idée, c'était de rester dans le même secteur, à proximité d'une grande école de commerce, dans une zone à forte demande locative, étudiants, jeunes actifs. Euh, mais voilà, dans le secteur dans lequel je visais, c'est un marché, on va dire, qui est concurrentiel, hein, avec beaucoup de biens déjà bien rénovés, parce que voilà, il y a une école qui est assez connue dans le secteur. Donc plutôt que de faire comme tout le monde, j'ai voulu créer un concept clé en main avec une vraie identité, une ambiance et une valeur ajoutée dans le confort et la décoration. J'ai trouvé une maison affichée à 130 000 euros Ok. que j'ai réussi à négocier 90 000 euros. J'y ai prévu 60 000 euros de travaux dessus. Et là, on parle d'une rénovation complète, donc démolition, création de 2 chambres supplémentaires, création de 4 douches avec lavabo dans chaque chambre, un Ok. salon, une salle à manger, buanderie, cuisine équipée, plus toute la partie isolation, peinture, menuiserie et ameublement. On va dire que le chantier a duré 4 mois avec un artisan tout corps d'état que j'ai rencontré par la recommandation d'un agent immobilier. Ouais. Avant de lui confier le projet, j'ai pris le temps vraiment de visiter ses chantiers, de voir sa façon de bosser. Et franchement, il a fait un travail de qualité, propre, carré, comme j'aime. Mais là où ça a été compliqué, c'est sur le financement. Donc j'ai fait une quinzaine de banques avant de Ah oui. trouver Ok. la bonne. J'ai dû repousser la signature 2 fois. J'ai signé 2 avenants et franchement, il y a eu des moments de doute. Ce projet, il m'a demandé énormément de résilience, de foi et de patience, mais j'ai tenu bon. Et finalement, c'est encore grâce à ce fameux agent immobilier, un gros big up d'ailleurs à l'agent Deleu, qui m'a présenté le bon banquier. Euh, il était lui-même investisseur immobilier, donc il a tout de Ok. suite compris ma vision, mes chiffres, mon projet, et c'est lui qui a accepté de me financer euh, ce bien. Donc les chiffres de ce projet sont solides, hein. On est à 13% de renta, Ok. euh, mais surtout ce projet m'a appris plus que tous les livres, hein, comment gérer un chantier, une banque, des émotions et surtout comment ne jamais lâcher quand tout se complique. Donc c'était une vraie leçon de vie. Bah écoute, je comprends tout à fait. Alors déjà la partie, on va dire résilience. Voilà, quand tu repousses 2 fois le compromis, je pense que tu fais pas trop le fier au début quand tu vas voir le notaire. Mais ouais, et puis beaucoup de stress aussi avec la recherche des financements. Et puis tu as dit aussi quelque chose d'important à mon sens. Euh, Quand tu as parlé de cet artisan, voilà, des fois quand c'est sur recommandation, tu peux faire confiance les yeux fermés. Toi, tu as été visiter ces chantiers pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient, c'est ça? Donc tu peux Exactement. détailler. Donc pour ce projet-là, en fait, j'ai un statut un peu particulier parce que je suis résident fiscal belge. Donc j'habite en Belgique, mais j'investis en France. Donc Ok, c'est vrai que aux yeux des banquiers, c'est assez
compliqué, c'est un trou assez compliqué parce que euh, ils ont peur de financer parce que comme j'habite pas en France, c'est assez compliqué. Euh, et c'est vrai que euh, quand je recherchais le financement de ce projet-là, euh, arrivé un moment arrivé du 10e refus, je dis à ma femme, bah écoute, on va devoir repartir en France quelque temps, le temps de trouver un bien en France et de se faire financer. Ça va être plus facile pour la suite. Et donc voilà, j'étais parti visiter une résidence principale pour pouvoir revenir en France. Et donc là, je tombe sur l'agent qui me parle d'un artisan dans le secteur qui a des bons feedbacks. Donc je prends le contact, je discute avec, mais tout en gardant mon projet de colocation en tête. Et donc voilà, je lui parle du projet, je vais sur le terrain en fait avec lui parce que voilà, l'expérience du contrôleur financier pour voir un peu ses projets, voir sa cohérence, voir son sérieux. Et donc là, je me rends compte que c'est quelqu'un de quali, quoi. Et donc par la suite, enfin, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer avec lui parce que j'ai fait l'expérience par moi-même et j'ai vu que c'était en fait un artisan de qualité, quoi. Ok. Donc, bien galéré pour ce deuxième bien. Donc, tu disais 4 salles de bain. Donc, du coup, c'est un 4 chambres, c'est ça, non? C'est ça, ouais. 4 Ouais. chambres et dans chaque chambre, il y a une salle de bain. Ok. Eh ben, écoute, trop bien. Et du coup, derrière, t'es revenu à la charge? Donc ouais, on va dire que j'ai eu la chance de faire un projet par an depuis donc 2022. Donc après le studio, je suis passé à la coloc et donc après la colocation, donc là je suis passé sur un immeuble de rapport. Ok. Donc un immeuble de rapport de 5 lots, dans lequel il y avait 4 studios Ok. et un T2 de 48 mètres carrés. Donc c'est un bien qui était affiché à 275 000, Ok. donc que j'ai réussi à négocier 205 000. Ah oui. Ah, c'est vrai que avec l'expérience, j'ai réussi à en fait à développer, on va dire, une endurance au niveau des biens. Donc c'est un bien que j'avais mis dans mes favoris depuis un moment et que voilà, la première fois c'était pas passé et ensuite je suis revenu à la charge un peu plus tard et finalement j'ai réussi à l'avoir, on va dire à l'usure. Euh, et donc voilà, une super opportunité, donc super bien situé, donc dans le centre-ville, à proximité des commerces. Donc on va dire sur les 5 lots, il y en a 4 qui étaient déjà loués. Ok. Euh, donc voilà, après je commençais aussi à avoir une casquette un peu plus sérieuse. Donc celui-là, on va dire, j'ai pris 3 mois à me faire financer le bien, mais voilà, j'ai dû encore passer par une autre banque. Donc 3 projets, 3 banques différents pour le financement de celui-là. Ok. Et celui-ci, du coup, pas de travaux, c'est ça? Ou pas, peut-être pas beaucoup, non, vu que Ouais, c'était déjà loué? ouais, il y en a 4 qui étaient déjà loués, donc les travaux principalement sur le T2. Donc il y a eu 14 000 euros de travaux. Ok. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu as toujours fait, enfin, que tu as fait financer en nom propre ou t'es passé par un En autre propre, système? hein, en Ok. meublé, en LMNP et à chaque fois pour le moment en propre. Ok. Bon, écoute, trop bien. Donc, du coup, un premier studio, derrière une coloc, derrière un immeuble. Donc, ça monte en charge, c'est C'est progressif. ça. Et du coup, après, ta résidence principale, non? Ma résidence principale, c'est mon premier bien, donc je l'ai eu Ok. en 2019. Ah, 2019, ok. Voilà, ma résidence. Ok. Et ça, pareil en Belgique. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était le premier bien. On l'a acquis en 2019. Donc c'est un bien qu'on a acheté en Belgique, donc à 175 000 euros. Il n'y avait pas de travaux dessus, donc c'était notre premier bien. On voulait, voilà, pas avoir de travaux à faire, se poser tranquillement et je pense qu'on voulait une maison un peu tout confort. Donc c'est ce qu'on a eu. Ok, trop bien. Et là, de nouveaux projets, non? En Ouais, c'est immobilier? ça. Ouais. C'est Donc comme c'est ça vrai qu'on s'est que connus d'ailleurs. ouais, carrément. Ouais. C'est vrai que les banquiers doivent me voir revenir assez régulièrement, mais j'essaie de garder un bon rythme d'investissement. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'est connus parce que quand on essaie
de se professionnaliser. On essaie de toucher des personnes qui sont reconnues dans le milieu, qui ont de l'expérience, qui peuvent aussi nous faire gaper sur certains points. Et je pense que se professionnaliser sur la demande bancaire, c'est super important. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ton profil, le fait que tu sois aussi investisseur immobilier, je me suis direct dit que voilà, banquier, investisseur immobilier, voilà, c'est une personne qui pourra vraiment m'aider à construire un dossier qui soit pertinent et solide pour mes projets futurs, quoi. Et comme là je commençais à faire grossir la boule de neige, c'est important pour moi de comprendre en fait les indicateurs, le ressenti de la banque, les voilà, comment monter un dossier solide et efficace, quoi. Ok. Donc là, voilà, on s'est connus comme ça parce que t'as un nouveau projet à financer, un beau projet, donc Exactement. ça va être cool. Et du coup, on va dire pour toi, la suite logique, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux donc là, t'as ce nouveau projet à financer et derrière, est-ce que tu as envie de faire d'autres projets? Et déjà, pourquoi, voilà, tu investis dans l'IMO? Tout à l'heure, tu disais que tu voulais quelque chose qui rapporte de l'argent et qui soit décorrélé de ta capacité de travail, c'est ça? Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, quand je me projette dans l'avenir, on voit qu'on est dans un écosystème français au niveau des retraites qui est difficile, qui est compliqué. Donc j'essaye à mon échelle de pouvoir construire euh, ben, un véhicule financier demain qui puisse voilà, me profiter à mes enfants, profiter à la famille. Euh, c'est très important. Et voilà, je me suis fixé un objectif personnel que j'aimerais atteindre. Je me laisse le temps, je me donne 5 ans Ok. là-dessus avec voilà un cash flow cible que j'aimerais atteindre. Pareil. Donc voilà, c'est un process qui est en cours. Et voilà, il y a vraiment derrière une stratégie, une vision à atteindre. Après, dans l'immobilier, je me mets pas de barrière. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait la coloc, j'ai fait l'immeuble de rapport. J'aimerais bien aussi tester la location courte durée. Euh, Mhm. et demain, pourquoi pas, marchand de biens, c'est quelque chose aussi qui pourrait m'intéresser. Mais voilà, pas pour le moment, mais dans une vision un peu plus long terme. Ok. Trop bien. Et là, à l'heure actuelle, tu gères encore tous tes biens toi-même? T'es locataire, C'est tu ça, fais ouais. tout. Ouais, aujourd'hui, je gère en direct. Ça me permet, voilà, de conserver, voilà, certaines charges à mon échelle. Mais voilà, je gère tout en ayant à l'esprit euh, cette idée de vouloir automatiser le maximum de choses. Euh, sur l'immeuble de rapport, donc j'ai automatisé toute la partie gestion locative au niveau euh, des loyers. Donc les loyers sont en prélèvement automatique. Pareil pour la partie entrée-sortie. Donc voilà, j'essaie de mettre en place des process, des logiciels qui puissent vraiment me faire gagner du temps. Ok. Et du coup, j'aimerais te poser deux questions. Ton conseil pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer, et puis derrière ton conseil pour quelqu'un qui voudrait se développer, continuer à se développer. Ton ou tes conseils, hein, si t'en as plusieurs, on Ouais. prend. Ouais, je dirais que pour se lancer dans l'immobilier, il faut pas attendre, hein. Donc le temps, c'est vraiment un facteur très important. Euh, Après, je sais il y a beaucoup de personnes voilà, qui écoutent, qui emmagasinent beaucoup de podcasts, beaucoup de livres, mais sans jamais se lancer. Je pense que c'est une très grande erreur parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut vraiment se lancer, commencer petit. Je pense que c'est important de pouvoir maîtriser le sujet, bien comprendre ce qu'on fait. Après, pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels. Aujourd'hui, on a énormément de ressources gratuites qui sont disponibles, de professionnels également, de personnes comme toi ou d'autres qui partagent des ressources gratuites. Donc, il faut vraiment pas hésiter à poser des questions et également, si j'avais un autre conseil, c'est parler de votre projet parce que on ne sait pas qui est capable de vous aider aujourd'hui. Moi aujourd'hui, si j'ai réussi à me faire financer ma colocation, c'est parce que voilà, j'en ai parlé autour de moi et voilà, j'ai eu des filons par des personnes avec qui j'attendais
pas du tout de retour. Voilà, c'est un agent immobilier que j'ai rencontré qui m'a parlé d'un artisan, ensuite qui m'a parlé aussi d'un banquier avec qui voilà qui avait quelques affinités que j'ai contacté et derrière ça s'est débloqué. Donc parlez de votre projet aux gens, aux personnes autour de vous parce que voilà, c'est très important, on ne sait pas qui peut vous aider demain. OK, trop bien. Et bon, pour clore, on va dire cette partie immobilier maintenant, on va partir sur, la partie, coaching parce que tu as encore une autre activité. Clairement. Tu fais du coaching sportif, donc qu'est-ce qui t'a donné, envie déjà de devenir, coach sportif? Ouais. On va dire le coaching, j'ai eu également la chance d'être de passer des diplômes lorsque j'étais dans le foot. Donc on a la possibilité en fait de pouvoir passer des diplômes donc de coach, soit sportif ou de coach en tant qu'entraîneur. Donc OK, moi depuis le début j'ai une affinité en fait avec la nutrition, la partie entraînement sportif. Donc je me suis orienté là-dessus. Euh, mais je me suis rendu compte très vite que bah, c'était très chronophage en fait en termes d'accompagnement, parce que par exemple quand je coachais une personne en direct, bah, le temps du déplacement, le temps de prendre la route, le temps passé avec la personne, plus le temps de la facturation, bah, je me retrouvais pas. Derrière, bah voilà, j'ai une vie de famille, j'ai également une vie professionnelle. Donc je m'étais dit bah, comment je pourrais donc optimiser en fait mon temps. Donc c'est là que j'ai créé une OK, application qui s'appelle JustFit et en fait qui OK, permet l'automatisation, euh, toute cette partie nutrition et entraînement sportif. Donc on va dire que pendant le Covid j'ai eu plein d'idées et donc j'ai développé cette application qui me permet aujourd'hui bah, de d'optimiser mon temps. Donc les personnes qui sont, on va dire, assez matures pour pouvoir s'entraîner seules, bah, je les oriente plutôt vers mon application où ils vont retrouver bah, toute la partie diététique, entraînement sportif, bah, voilà, qui leur OK, permet de pouvoir s'entraîner en salle tout seul. OK. Donc en fait, tu fais du coaching, sportif à distance. Donc là, c'est principalement donc nutrition et du coup, tu disais plan d'entraînement, c'est quoi? C'est plus, C'est on va ça, dire muscu, fitness, c'est ça? Enfin, c'est entraînement ça, en salle? Ouais? exactement. Ouais. Muscu, fitness, donc il y a la partie perte de poids ou entretien forme. OK. Et donc là, tu on va dire, à gérer combien de personnes à peu près? On va dire, j'arrive à concilier, j'ai entre 7 et 10 personnes Ouais, qui utilisent l'application régulièrement. OK. Donc Ensuite, en coach coaching sportif. perso, en direct, donc là, je suis assez sélectif OK, dans mon choix des personnes, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui veulent le changement, mais ils oublient à quel point le changement est difficile. Donc, c'est vrai qu'avant de choisir une personne, je teste vraiment l'aspect psychologique, l'aspect motivation de la personne en face que j'ai en face de moi pour savoir bah, à quel point elle souhaite changer, elle souhaite mettre des choses en place. Parce que voilà, si on veut une nouvelle version, il faut aussi prendre conscience euh, bah, qu'il faudra, si on veut changer, il faudra en fait bah, partir sur une version qui soit complètement différente de tout ce qu'on a pu faire par le passé. Donc faire des choses qu'on n'a jamais fait par le passé. Et donc ce changement-là peut être difficile, mais il faut en être conscient parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir travailler dans des bonnes conditions et sur le long terme, quoi. Donc on va dire je suis assez sélectif dans mes coachings perso. Je prends très peu de personnes et voilà, je veux vraiment des personnes qui soient motivées. Euh, voilà, on n'est pas à la salle pour qu'on puisse se raconter nos vies, même si voilà, je suis assez quelqu'un d'assez sociable, mais voilà, il faut vraiment qu'on essaie d'atteindre un objectif et je suis assez strict là-dessus, quoi. OK. Moi, je te rejoins, j'en entends souvent, moi, je veux maigrir, je veux perdre du poids, mais par contre, je veux pas faire de régime. Je veux continuer à manger telle ou telle chose. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est compliqué de sortir de sa zone de confort et c'est là qu'on se rend compte en fait que la vie c'est vraiment un miroir. Le sport, elle nous renvoie en fait à nos limites et c'est important d'en prendre conscience parce que dès qu'on en prend conscience, c'est là qu'on arrive à changer les choses. OK. Et est-ce que tu as déjà coaché en club ou enfin en club, plus on va dire partie foot, en sortant un peu de la muscu là? Ouais, ouais, carrément. Donc j'ai accompagné plusieurs clubs sur la partie préparation, donc avant saison.
Ok. Donc là, je les prépare sur toute la partie athlétique, préparation avant de reprendre une saison. Donc je les accompagne sur le premier mois de travail, toute la partie endurance, préparation physique, athlétisation. Donc voilà. Ok. Et à côté de ça, moi, je voulais qu'on parle un petit peu du volet entrepreneurial, parce que voilà, tu as cette partie coaching, mais cette partie-là, elle se fait aussi, je pense, à travers tes réseaux que tu animes au quotidien, où t'as, je trouve à mon sens, tu as quand même pas mal d'abonnés. Euh, Comment tu fais du coup pour, on va dire déjà animer régulièrement, trouver des sujets, parler à ta communauté? Qu'est-ce que tu mets en place en fait au quotidien? Ouais. On va dire sur la partie réseau, donc j'essaye vraiment d'avoir cette discipline, cette rigueur qu'on retrouve, hein, pour pouvoir bah, communiquer avec ma communauté sur des sujets qui les intéressent, hein. Donc là j'échange pas mal j'interagis pas mal avec les personnes, avec les sujets. J'essaie vraiment de sortir aussi sur des sujets qui soient moins classiques, qui soient moins abordés par la communauté en général. Mais voilà, qui à mes yeux qui sont essentiels pour pouvoir pratiquer le sport dans des bonnes conditions et de pouvoir atteindre ses objectifs. Euh, Après voilà, j'ai une vision, c'est d'être la meilleure version de soi-même. Donc on va dire tout s'articule à travers cette version-là où c'est vraiment brique by brique, enfin vraiment de construire étape par étape tout, toute cette stratégie-là qui va nous permettre d'atteindre mes objectifs. Et j'aime bien aussi être l'exemple. C'est vrai que je mets énormément de contenu où je vais me mettre en fait en exemple Ok. dans les challenges, dans la difficulté. C'est pour ça aujourd'hui que je me suis lancé le défi de faire l'Aerox parce que je veux montrer aux gens euh, bah, que c'est possible en fait d'atteindre tous les objectifs qu'on se donne à condition de travailler dur. Après voilà, c'est pas évident. Voilà, on a des vies pro perso qui sont assez chargées, mais voilà, on essaie d'être l'exemple qui confirme la règle et de montrer que c'est possible avec de la discipline, de la volonté, qu'on peut faire énormément de choses quoi. Ok, trop bien. Parce que là, au moment où on tourne le podcast, en fait, pour détailler un petit peu aux éditeurs, tu es en train de préparer un Aerox. Est-ce que tu peux dire, en fait, pour ceux qui savent pas ce que c'est, alors parce que je pense que tout le monde en a entendu parler, mais il y a peu de personnes qui savent ce que c'est, ce que tu fais concrètement et du coup ce qu'il en ressort. Ouais. On va dire l'Aerox, c'est un peu une compétition qui est à la mode. On entend beaucoup parler. C'est Mhm. une compétition de fitness hybride qui s'articule à travers 8 kilomètres de course et 8 exercices fonctionnels. Donc, entre chaque exercice fonctionnel, il y a 1 kilomètre à faire. Et le Ok, but, c'est de le boucler le plus rapidement possible. Donc, c'est un ok, peu le fitness hybride. Donc, l'athlète qui est capable d'être fort et endurant à la fois. Donc c'est un vrai challenge. Moi personnellement, la première fois que je l'ai fait, c'était l'année passée, c'était à Marseille. ok. Je l'ai fait en 1h18 et voilà, on va dire que j'ai fait énormément de sport avant. Je me suis lancé des défis. J'ai fait le marathon, j'ai fait des semis, j'ai fait des challenges de vélo 300 km. Enfin, j'ai fait énormément de Ah, choses. trop bien. Et mais ce qui m'avait choqué en fait dans le fitness, c'est cette violence en fait, cette intensité qu'il y a dans les efforts parce il y a jamais de temps mort. La course, on est à fond. Pendant les exercices, on est à fond. Et en fait, quand on sort de là, on remet toute sa vie en question. Et donc, ce côté-là, ça m'a vraiment frappé. Et donc, je me suis dit que, bah voilà, il y avait un step à aller chercher. Et donc voilà, c'était aussi personnellement on va dire, une activité introspective qui m'a permis aussi à moi de pouvoir m'améliorer dans certains aspects mentaux et physiques aussi parce que Ok. j'ai perdu donc là entre aujourd'hui et la prochaine compétition j'ai perdu 6 kilos quoi. Ah Donc oui. et pareil c'était enfin j'étais à 92 mais voilà je suis bien j'ai toujours été à 92 kilos
Euh, mais on va dire que là, en passant certains steps, certains déclics, ben, j'ai vu que ben, je pouvais en fait faire énormément de choses dans la semaine, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on se restreint, on se dit ben euh, bah, 4 séances c'est suffisant ou 5 séances c'est suffisant, mais on voit que en fait l'Aerox ça m'a montré que bah, il y a des gens en fait qui s'entraînent 2 à 3 fois par semaine, mais après voilà ça dépend de chacun, du rythme de chacun, mais j'ai vu qu'en fait que je pouvais casser certaines barrières limitantes que j'avais et en fait d'aller encore plus loin là où je pensais donc voilà j'ai perdu un peu de muscle mais voilà je me sens bien ça m'a permis aussi de gagner beaucoup en endurance et voilà et ça me profite aussi dans mon activité personnelle donc enfin dans mon football donc c'est cool. Ok, bah écoute, trop bien. Et on va parler d'organisation, mais juste pour clore cette partie, on va dire coaching, cette partie business, est-ce que tu as un objectif de développement, voilà, particulier à, je sais pas, à court, moyen ou même long terme? Dans le business. Ouais, dans le business, le coaching, ouais. Ouais, dans le coaching, ce que j'aimerais, c'est de continuer à faire grossir donc ma communauté, de pouvoir véhiculer en fait ce message voilà d'être sa meilleure version dans tous les domaines, que ça soit dans sa vie pro ou perso. Et en fait, le sport, je trouve, c'est un levier essentiel et important. Et j'ai envie de véhiculer ce message-là. Euh, c'est de faire grossir ma communauté, mais vraiment sur la partie coaching, mais à distance, parce que bah voilà, en présentiel, en physique, ça va être compliqué. Et voilà, on sait qu'on a un temps limité, et aujourd'hui, on va dire que mon objectif, c'est vraiment de faire grossir le nombre de d'abonnés qui utilisent la plateforme JustFit. Ok, trop bien. Et du coup, pour parler un petit peu maintenant de on va dire, ta partie organisation, ta partie gestion de temps, en fait, t'es salarié, hein. À C'est côté de ça. ça, t'es investisseur immobilier, tu fais du foot au niveau semi-pro, t'es coach sportif, euh, t'as une conjointe, t'es marié, Ouais, c'est ça. t'as 2 enfants, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà. Tu fais comment tu t'organises en fait pour, on va dire, cumuler cet ensemble? C'est vrai qu'on me demande souvent, mais comment tu fais pour tout gérer, le boulot, la famille, le projet, le sport? Franchement, c'est pas toujours simple. On va pas se mentir. Quand tu veux avoir la volonté de tes ambitions, il faut parfois accepter le déséquilibre. Il faut savoir naviguer en fait dans le chaos, un chaos qui peut paraître déstabilisant pour les autres, mais dans lequel, avec de l'organisation, de la planification et de l'anticipation, tu finis par trouver ton rythme. Jour après jour, tu avances, tu produis du livrable, tu atteins tes objectifs. Donc je pense que c'est la meilleure satisfaction de retour investissement qu'on peut avoir. Pour moi, c'est un engagement qu'on passe avec soi-même. Ok. Cet engagement, il faut le timer dans le temps. Combien de temps je suis prêt à fournir ces efforts, pour quel résultat? C'est important d'avoir un cadre, de savoir pourquoi on le fait, je trouve. Ça nous permet voilà d'avoir un objectif qui soit timé, qui soit respecté. Et une fois que tu t'es engagé dans le processus, il faut lâcher prise et croire en ce processus, parce qu'au fil du temps, ce que tu trouvais difficile hier devient naturel aujourd'hui. Dans mon cas, tout repose sur la discipline et les priorités. Je planifie mes journées comme un vrai entraînement. Il y a un temps pour le travail, un temps pour la famille, un temps pour moi, pour le sport, pour souffler, pour réfléchir. Et au fond, c'est le même état d'esprit que j'applique à l'immobilier: rigueur, régularité, constance. Parce que dans les deux cas, que ça soit sur un terrain ou dans un projet, c'est toujours la préparation qui fait la différence. Ok. Et une petite question, tu dors beaucoup, non, chaque nuit? Non? C'est vrai que ouais, le sommeil, c'est vrai que je l'ai mis un peu de côté, mais voilà, je sais pourquoi je le fais et on va dire que quand je me réveille, j'ai cette conviction, j'ai cette foi en moi qui sait pourquoi je me réveille tous les matins. Donc on va dire que je me couche tard et je me lève tôt, mais derrière on sait pourquoi on le fait. Donc c'est ce qui nous permet de tenir. Ok, trop bien. Et on va dire que je suis stagiaire, que je viens une semaine avec toi. Qu'est-ce qu'on va faire comment en fait tu vas t'organiser? Qu'est-ce qu'on va faire du lundi au dimanche en fait? Ouais. Avec ton activité de salarié et puis toutes tes activités, ton sport, etc. Est-ce que Ouais. tu peux décrire une semaine type?
Donc là, il faut s'accrocher. Réveil 5 heures. 5 heures? Ok. Ouais, 5 heures, ouais. Donc j'essaie de me réveiller tôt pour pouvoir justement planifier, anticiper ma journée. Je fais mes petites routines personnelles, la partie méditation. Je Ok. prépare mon agenda de la journée. Euh, donc là, je vais traiter mes mails. Je vais commencer à bosser 1 heure sur mon travail pro, traiter les mails de la semaine, planifier ma journée également. Et ensuite, à 8h30, à 8 heures, j'essaie d'être là pour mes enfants. Donc, Ok. euh, je vais faire le réveil avec eux, déjeuner avec eux. C'est très important pour moi de garder ce lien-là. Euh, donc, je les dépose. Ça dépend avec ma femme, on fait un roulement. Je les dépose à l'école et ensuite, à partir de là, donc là, je commence le boulot soit en présentiel ou en télétravail à 9 heures et donc jusqu'à 18 heures. Et ensuite, à 18 heures, à partir de là, donc j'enchaîne les entraînements. Ok. Donc je me déplace, je m'entraîne en Belgique, mais je travaille en France. Euh, et ensuite, le soir, je passe mon temps avec. Enfin, le soir où quand j'ai pas entraînement, bah, j'essaie de passer ma soirée avec mes enfants et ma femme. Et ensuite, dès que tout le monde se couche, donc soit je fais mon entraînement supplémentaire de la journée quand j'ai pas mes entraînements du foot. Donc je vais courir tard le soir ou soit je commence à traiter mes projets, à planifier ce que j'ai à faire et aux alentours je me couche entre minuit et minuit et demi. Ok. Donc ouais, des nuits 4h30, 5 heures. C'est ça. Est-ce que est-ce que tu as des coups de fatigue? Est-ce que tu as des moments où tu as déjà eu envie de lever le pied ou même de te dire putain, pourquoi je fais ça en fait? Est-ce Ouais, que carrément. c'était déjà arrivé? Ouais, je pense que c'est humain hein, d'avoir ces coups de mou. Euh, Après, c'est pour ça que c'est important de planifier en fait des moments aussi dans la semaine ou dans le mois où on va vraiment rien faire, on va vraiment profiter. Donc, dans mon agenda, j'ai quelques dates où je vais vraiment passer du temps avec mes amis et vraiment profiter. Donc, quand je suis avec eux, je suis vraiment à 150% parce que je sais que c'est des moments importants. Euh, ou pareil les congés, j'essaie vraiment de les mettre. Après voilà, dans mon agenda aussi, je place certains jours de récup où ça va être vraiment euh, un jour qui va être posé off, où je vais vraiment prendre du temps pour moi sur la partie massage, la partie je vais aller dans un spa, vraiment Ok. relaxer, reprendre du temps pour me ressourcer parce que c'est important en fait d'investir sur soi et je pense que quand on est bien avec soi, bah, c'est là qu'on arrive à donner aux autres. Donc c'est important de pouvoir avoir ces moments de vide, de rien, et pour pouvoir derrière être pleinement présent avec les autres. Euh, Ok. Et dernière question sur cette partie orga, dans 5 ans, tu te vois comment? c'est une très bonne question. C'est vrai que bah, dans 5 ans, moi dans ma vision, c'est voilà m'accomplir aussi niveau professionnel. Donc niveau immobilier, avoir un véhicule financier qui soit cohérent avec les objectifs que j'ai en tête. Euh, Après voilà, en pro, ben je continue toujours d'évoluer dans mon métier, d'apprendre. On va dire que dans toutes mes activités, il y a quand même cette complémentarité ou cette discipline qui me fait progresser dans chaque domaine. Donc voilà, toujours continuer d'avoir cette casquette-là de contrôleur financier. Donc demain, pourquoi pas être avoir gérer une équipe ou être DAF, donc directeur Ok. administratif financier. Donc voilà, c'est des objectifs aussi que je me suis noté et voilà, peut-être avec le foot demain, je sais qu'arrivé un moment, je vais devoir décrocher. Donc là, je pense qu'il me reste 2 années de bonheur à profiter et je vais les donner à fond. Et après, peut-être lever le pied aussi niveau foot pour passer peut-être plus de temps avec la famille. Ok. Trop bien. Et maintenant, voilà, on a fini avec, on va dire, toute cette partie, voilà, orga, immobilier, entrepreneuriat. J'ai encore quelques petites questions, pareil, qui sont communes à chaque invité. Est-ce que tu as d'autres passions que le sport, l'immobilier? Est-ce que tu peux nous dire ça? Ouais. Donc j'aime beaucoup le développement personnel parce Ok. que je pense que ça permet de vraiment avoir un ancrage
personnel sur qui on est vraiment, ce qu'on veut dans la vie, et ça permet aussi de pouvoir être mieux aussi avec les personnes qui nous entourent. Et ensuite, voilà, je suis quelqu'un d'assez curieux. J'ai fait un peu de théâtre aussi Ah, pour pouvoir, voilà, faire de l'impro. Parce que voilà, c'est quelque chose qui me plaisait et c'est un confort en fait euh, aussi où je voulais me challenger aussi là-dessus. Donc c'est vrai que dans mes objectifs, je me mets aussi en fait chaque mois faire une activité dans laquelle je suis un confort. Donc j'essaye d'avoir euh, voilà, d'être créatif en termes d'activité, en termes de diversification là-dessus. Donc voilà, j'essaie de vraiment mettre dans l'inconfort et découvrir de nouvelles choses assez régulièrement. ok, trop bien. Et est-ce que, alors, je crois que tu as dit que tu lisais un petit peu, non? Ouais, carrément. Est-ce que tu aurais des, allez, on va dire 2 livres qui t'ont marqué? Pas forcément des livres dev perso ou immobilier, mais voilà, 2 livres que tu as en tête là. Ouais. Donc le premier livre, le livre de David Goggins, Hmm. je pense que ce livre-là, il a été bah voilà, il m'a fait, c'était un déclic pour moi, parce que c'est vrai qu'au début, je culpabilisais le fait de faire beaucoup de choses. Je pensais que c'était pas normal parce qu'autour de moi, on me disait que c'était pas normal de faire beaucoup de choses. Et en fait, j'ai compris que, en fait, ce livre m'a fait réaliser que, bah voilà, en fait, ça dépend des objectifs de chacun. En fait, Ok. aujourd'hui, on est dans un système, bah voilà, qui peut être bah voilà, les gens métro boulot dodo, ils peuvent s'en contenter, mais derrière en fait si on a cette intuition au fond de nous qui nous donne envie de faire en fait des choses qui sont différentes de la norme ou des personnes qui on côtoie, il faut le faire à 100%, il faut s'écouter et en fait j'ai pris conscience que bah en fait c'était normal euh, de faire tout ce que je faisais parce que bah voilà je voulais me réaliser à travers tous mes projets mais tout en gardant voilà mes principes et mes valeurs, de pouvoir être là pour mes proches, pour ma famille et voilà et toujours me réaliser. Donc c'était important pour moi de pouvoir me développer là-dessus. Euh, et ensuite, si j'avais un deuxième livre, euh, je prendrais le livre d'Olivier Seban sur l'immobilier Ok. voilà, c'était le premier bouquin qui m'a fait débuter sur Ok. l'immobilier. Et ça me fait penser, du coup, la routine que tu as décrit tout à l'heure, tu te lèves à 5 heures, tu médites un petit peu, tu gères tes projets, Mm. etc. Ça me fait penser au bouquin de, enfin, c'est Miracle Morning. Tu l'as déjà lu, Yes. non? Ouais. Ouais, carrément, ouais, Ouais. ouais, carrément. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il est top. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bah trop bien. Et avant-dernière question, j'aimerais savoir si tu investis ailleurs qu'en immobilier. Voilà, est-ce que tu investis par exemple en bourse, en crypto, ou est-ce que tu investis sur toi? Ça compte Bonne question. aussi. On va dire que j'avais investi dans la bourse pour me faire un peu la main, comprendre un peu les mécanismes Mhm. dans la crypto, mais voilà pas énormément. C'était vraiment pour comprendre. Donc là aujourd'hui j'ai mis quelques pions aussi dans les ETF Ok, que j'essaie de voilà d'avoir un placement régulier tous les mois sur les ETF. Et principalement aujourd'hui, j'ai investi beaucoup sur moi et sur l'immobilier principalement. ok, trop bien. Et dernière question du podcast. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Euh, la réussite, pour moi, c'est un mot, je trouve, qui est souvent galvaudé. Mhm. On a tous nos objectifs, nos rêves, nos aspirations. Mais moi, ma vision de la réussite, elle se résume en un mot, je dirais, c'est vraiment l'alignement. Ok, Réussir sa vie, c'est être aligné avec son être véritable. Quand tu as compris qui tu es, quand tu sais où tu veux aller, et que chaque jour, tu fais un pas de plus dans cette direction, peu importe le domaine, hein, pro, perso, sport ou amour, la logique reste la même parce qu'au final, réussir, c'est pas arriver en haut, c'est avancer dans la bonne direction en restant fidèle à soi-même. La réussite, c'est vraiment la direction en fait qui va nous amener vers quoi on aspire. ok.
Eh ben, écoute, Vini, je te remercie, bon, déjà pour ton partage, le temps que tu nous as accordé et puis je mettrai aussi les liens de ton profil pour les personnes qui potentiellement, veulent évoluer physiquement, voilà, sur ta partie coaching. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et je voudrais également te remercier pour tous les ressources que tu mets à jour, l'inspiration également que tu partages avec ta communauté, c'est vraiment top. Eh ben, écoute, je te remercie.